On va faire un tour d'horizon. On est un peu comme les touristes aujourd'hui dans la salle. On n'est pas spécialiste en propriété intellectuelle, mais on va apporter certains exemples au niveau financier, bancaire et financier, concernant l'application de l'intelligence artificielle dans nos domaines respectifs. Donc, ça va être assez simple. En fait, le plan de match est divisé en deux. Les banques d'un côté, le vendeur immobilier, mon collègue en parlera dans les prochaines minutes. Donc, juste avant de partir, en introduction, une chose qui est importante à savoir, c'est que dans le secteur des affaires en général, vous êtes vraiment au courant, il y a le secteur financier et les autres secteurs. Et le secteur financier est toujours assez sensible, il est très réglementé, il est très encadré. Et traditionnellement, il y a toujours eu seulement des institutions financières qui offraient des services financiers, ce qui tombe sous le sens dans un sens, là. Mais de plus en plus, depuis quelques temps, on a des entreprises autres que financières qui veulent offrir des services financiers. On va les appeler les FinTech, des services des entreprises de technologie financière. Donc, ça peut être des entreprises qui sont, disons, tout simplement commerciales, peu importe, ça peut être Canadian Tire, ça peut être qu'ils ont une banque maintenant, mais ça peut être une entreprise comme Apple, ça peut être peu importe, qui vont offrir des services ou des produits financiers, tout simplement. Alors, donc, c'est un peu l'insertion. Donc, on commence un peu avec ça. Pour commencer, je reviendrai en détail sur les FinTech. Je vais faire donner quelques exemples. Par la suite, on reviendra sur l'aspect FinTech pour faire le lien entre tout ça. Donc, au niveau des banques, un des problèmes, c'est que d'un côté, il y a l'évolution technologique. C'est certain qu'il y a les institutions financières qui voient l'évolution technologique comme quelque chose d'intéressant. Ils veulent se mettre à jour, ils le font vraiment. Ils offrent beaucoup de services de plus en plus par Internet. Et pour la plupart d'entre nous, on va rarement à la banque physiquement. On y va évidemment par Internet. On prend l'ordinateur, par téléphone parfois, par téléphone cellulaire également. Non, pas seulement par téléphone traditionnel, là. Alors, donc, il y a un peu cette tendance-là où il y a de moins en moins de personnes qui utilisent physiquement les services et que c'est de plus en plus informatisé. Ce sont des choses que vous savez. Et les services s'informatisent de plus en plus. J'en donnerai quelques exemples dans les prochaines minutes. Mais ça, le paradoxe, il est là. C'est que d'un côté, on veut aller, il y a l'évolution technologique qui coûte beaucoup de frais pour des institutions financières, mais de l'autre côté, il y a une attitude des banquiers qui est assez conservatrice, si je peux dire. Les banquiers sont très, dans l'âme, très conservateurs. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, d'un côté, à tout égard, d'un côté, donc, ils voient cette opportunité-là d'affaires, d'aller vers les technos, mais en même temps, ils sont toujours prudents. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, ils ont rapidement amené certaines innovations, mais ça demeure quand même assez lent. Il y a la loi, tous les aspects juridiques, ça, c'est autre chose. Mais au niveau du développement technique, des offres de services, on a les cartes de guichet, on a les cartes de crédit, tout ça, mais ça, c'est juste un élément, c'est comme la surface, là. Mais vraiment, ce qui peut être plus intéressant, c'est ça demeure encore lent à produire. J'entendais aujourd'hui des choses et je vais entendre d'autres exemples tout à l'heure. Ça va quand même assez rapidement dans plein de domaines. Secteur bancaire, c'est toujours plus lent. On va y arriver, comme on dit, mais ça prend toujours plus de temps. Si on regarde, il y a quatre secteurs, merci, qui sont assez intéressants, sur lesquels je veux mettre un peu l'accent pour les prochaines minutes. Au niveau bancaire, il y a le secteur des paiements, secteur du crédit, il y a le blanchiment d'argent ou la fraude, si vous voulez, et d'autres éléments un petit peu plus spécifiques. Au niveau des paiements, le chèque existe encore. Je ne vous apprends pas grand-chose. Ou peut-être à certains, je vous l'apprends parce qu'il y a des gens qui ne payent pas par chèque. Et j'ai des étudiants qui n'ont jamais vu un chèque de leur vie. Oui, absolument. J'ai la même réaction que vous. Donc, c'est étrange, mais c'est comme ça. Et le problème des chèques, évidemment, finit par disparaître. C'est une question de temps, ils vont finir par les sortir de la circulation, arrêter de les compenser. Un des problèmes des chèques, c'est la fraude. Et la fraude avec un chèque, évidemment, c'est facile de frauder un chèque. Là, c'est un jeu d'enfant, frauder la signature. Et les signatures ne sont pas vérifiées par les banques. Ça, même si vous dites qu'ils sont vérifiés, ils ne peuvent pas les vérifier. Il y a encore des millions de chèques par jour qui sont faits. Les banquiers ne peuvent pas tout vérifier. Les signatures, imaginez avec la carte de signature, si tout est correct. On envoie le chèque. S'il y a un problème, on paiera. C'est un peu ça l'idée. Alors, on pourrait avoir cette espèce de logiciel pour vérifier automatiquement la signature sur les chèques. C'est une idée qui pourrait être développée, mais en même temps, est-ce que ça vaut la peine? Parce que est-ce que le chèque va être encore là dans 20 ans? Moi, je ne pense pas qu'il va être là dans 20 ans. Je ne suis même pas certain qu'il va être là dans 10 ans en plus. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'investir sur cette technologie-là? Mais il y a des gens qui ont pensé, il y a des prototypes qui se font à cet égard-là.
mais plus près de chez nous, plus près de ce qui nous intéresse, disons les paiements. Les paiements par carte de crédit, on a tous dans nos poches des cartes de crédit. Ça nous touche plus directement. Il y a plusieurs éléments qui sont techniques et un des éléments où vient jouer l'intelligence artificielle, c'est dans l'espèce de logiciel de détection des activités anormales avec une carte de crédit. Plusieurs d'entre vous ont peut-être eu l'expérience d'avoir un compte qui est bloqué parce qu'on est soit ici, soit un achat plus important que prévu, soit on est à l'étranger. Et là, on va automatiquement bloquer le compte. Ce sont des systèmes qui existent, qui sont assez intéressants, mais qui méritent d'être perfectionnés un petit peu plus. Alors, autrement dit, oui, on peut dire une activité anormale dans le compte, on va bloquer la transaction, mais qu'est-ce qui arrive si la transaction est juste comme un petit peu plus élevée qu'habituellement, ou est-ce que ça prend une transaction vraiment de plusieurs milliers de dollars? Et là où la barre? Et là où la barre pour vous ou pour moi, c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes dépenses par mois. Il y a des histoires comme ça de fraude qui ont eu lieu, une entre autres où je suis un peu plus au courant d'un cas de fraude qui n'est pas rapporté, qui s'est réglé avant la fin, mais c'est quelqu'un qui avait fraudé dans l'entreprise. C'est un trésorier d'entreprise, il fait des fraudes, et puis là, l'entreprise accuse, mais là, la compagnie Visa ou l'institution financière aurait dû avoir un logiciel pour détecter la fraude. Le logiciel l'a détecté, mais il l'a détecté trop tard, et 500 000 trop tard. Donc, si on avait eu un logiciel, disons, ou un système d'intelligence artificielle un petit peu plus pointu, un petit peu plus raffiné, peut-être qu'on aurait pu limiter les dégâts. Et c'est un peu ça le problème. Et ça, les cartes de débit, le crédit, pardon, c'est pas comme les chèques qui sont là encore pour un bon bout de temps. Le problème, c'est de savoir si on veut détecter les cas de fraude, parce que souvent, c'est ça le problème avec les cartes, là, les problèmes de fraude, jusqu'où on peut aller dans le raffinement un peu de ces instruments-là. Donc, c'est un cas d'intelligence artificielle. Un autre cas, les transferts de fonds. On veut ordonner des transferts de fonds, toujours dans les paiements. On peut l'ordonner par téléphone. Souvent, c'est par écrit, mais on peut l'ordonner par téléphone. Est-ce qu'il y a des systèmes de reconnaissance vocale à la banque? Ça existe déjà. Ils sont en train de les mettre en œuvre. Donc, on peut reconnaître que c'est ma propre voix, ce n'est pas celle d'Yvan, ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Donc, qui ordonne le transfert de fonds. Il y a eu des causes là-dessus. Il y a des causes de jurisprudence. S'il n'y avait pas encore l'aspect intelligence artificielle, c'était la personne à l'intérieur de la banque qui reconnaissait la voix du client. C'est assez... oui, il faut reconnaître son client. Mais est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utile pour vraiment s'assurer que c'est la bonne personne avec qui on fait affaire? C'est déjà en termes de prototype, il y a déjà des essais qui se font au niveau de la banque. Là. Je parle en ce moment au niveau du transfert de fonds, mais ça peut être pour d'autres services que je peux demander à la banque, ne serait-ce que pour m'identifier à ce que je fais affaire avec la banque. Donc ça, c'est un aspect. Si je passe au suivant, l'autre aspect, le crédit, on en a parlé tout à l'heure. Il y a 3 personnes, en fait, dans la journée qui ont parlé de prêt de crédit. Lorsqu'on parle de vérifier est-ce qu'on a la capacité d'emprunt, est-ce que la personne peut obtenir un crédit, c'est vraiment quelque chose là, qui pourra se faire automatiquement. C'est dans tous les aspects de banque, là, c'est vraiment l'aspect crédit. C'est facile de dire, on pourrait avoir un logiciel ou un système d'intelligence artificielle qui pourrait prévoir avec telle donnée, tel revenu, telle personne, etc., telle dépense et certaines autres caractéristiques. On pourrait aller assez loin dans la réflexion. Oui, on lui accorde du crédit. Combien on lui accorde? Parce que souvent, le banquier, il va dire oui, il va dire non, puis quand il l'accorde, il en accorde beaucoup. Peut-être que le système pourrait être programmé pour être un petit peu plus raffiné. Donc, c'est un des exemples. On pourrait avoir, dans le même esprit, par les agences de crédit, l'évaluation d'une carte de crédit, ça pourrait être un peu mieux fait. Maintenant, ce sont des transferts d'informations de la banque vers l'agence de crédit. Mais ça, on pourrait avoir une analyse un petit peu plus raffinée que ce qui est fait actuellement par les agences. Et au niveau de prévision, on en parlait tout à l'heure, un petit peu par d'autres conférenciers, on pense essayer de détecter, d'avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient détecter les crises financières. On voudrait tous savoir, là, c'est quand la prochaine crise financière. On aimerait ça le savoir, là. Plusieurs seraient riches s'ils pouvaient le deviner. Évidemment, on pourrait gager là-dessus. Mais oui, ce serait quelque chose qui pourrait être assez intéressant. Il y a des prévisions qui se font, mais évidemment, ça, c'est quelque chose qui est assez... c'est loin d'être assez précis. Et il y a beaucoup d'aléas là-dedans. Ça prendra un système assez sophistiqué. Et peut-être un autre exemple également, de ma part. Parfait. OK. Il vous reste 2 minutes à votre 10 minutes. Oui, j'avais 2 minutes. Alors, donc, je vais prendre 1 minute pour le prochain point. Alors, donc, le blanchiment d'argent, même histoire, c'est une histoire de fraude. Alors, c'est la même chose. Il y a 2 choses qu'on veut identifier dans le blanchiment d'argent, qui est la personne
qui est le client, si vous voulez, et quelles sont les sommes qui sont déposées. Alors, encore là, des systèmes pour reconnaître le client, des systèmes pour reconnaître est-ce que l'argent frauduleuse ou non, d'où elle vient. Ça pourrait être quelque chose, il y a des tentatives qui se font là-dessus, il y a des projets qui se font là-dessus. Je prends une dernière minute. C'est juste une minute, en fait, parce que pour l'encadrement, bien, premièrement, 2 points là-dessus. Le premier point, c'est que ce qui est au niveau bancaire, ce qui est prévu, c'est que lorsque la banque prévoit un système informatique, lorsqu'elle développe un système informatique, les principes, il y a un auteur suisse, Luc Thévenot, qui en a parlé, et c'est repris par une directive européenne sur les paiements. C'est la banque qui est responsable. C'est elle qui fait le système, c'est elle qui est responsable. Si elle met en œuvre un système d'intelligence artificielle pour l'aider dans ses opérations, c'est elle qui est responsable. Et au niveau encadrement, évidemment, il n'y a pas grand-chose. Il y a plusieurs petits éléments qui existent. Il y a des changements à la loi qui prévoient que la banque peut développer des systèmes informatiques et tout ça, mais en termes de responsabilité, en termes de est-ce que la banque est responsable vis-à-vis, à part les principes dont je vous ai mentionnés il y a quelques instants, on retombe dans le droit commun, il n'y a rien à cet égard-là. Donc, c'est vraiment un encadrement qui est à développer, bien entendu. Je vais avancer 2, 3 autres. Allons-y vers... Vas-y. Merci beaucoup, Marc. Je prends donc la suite. Je ne suis pas sûr que vous seriez beaucoup plaint si je vous avais moins parlé de valeurs mobilières, mais je vais quand même, en une dizaine de minutes, venir sur le terrain des valeurs mobilières. Alors, effectivement, l'annonce était peut-être un peu trop peu, parce qu'on a un mélange entre droit bancaire et droit des valeurs mobilières. C'est ce qu'on souhaitait vous proposer avec Marc. Vous retrouvez bien entendu le chapitre dans le numéro spécial. Alors, sur les valeurs mobilières, la chose qui apparaît intéressante, c'est de s'intéresser aujourd'hui à la problématique des conseillers robots. C'est une thématique qui revient à l'heure actuelle énormément avec cette question, finalement. Enfin, cette question, du moins cette relation que vous pouvez voir sur le problème. On s'est posé finalement une question relativement simple. Est-ce que l'encadrement à l'heure actuelle est adéquat ? Parce que c'est vrai que quand on parcourt la presse, parfois on peut lire que c'est dangereux, qu'il n'y a pas d'encadrement. On peut avoir une vision très pessimiste des choses. Alors peut-être à la différence, Pierre-Luc, j'aurais peut-être pas une vision trop pessimiste des choses, un peu, mais tout de même modérée. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, pour reprendre une figure qu'on a utilisée cet après-midi, on est un peu sur le terrain du Dr Strange, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui n'est ni un conseiller ni un robot. Donc quand on utilise l'expression conseiller robot, on a tort. On a tort parce que ce n'est pas un conseiller robot, c'est tout simplement une plateforme. Ce que je vous mettais ici, une plateforme électronique sur laquelle un client tout simplement répond à un questionnaire. Et pour l'essentiel, ce conseiller robot, je vais quand même garder l'expression, ne serait-ce que par souci pédagogique ici, vous voyez, consiste à automatiser la gestion et rééquilibrer le portefeuille. En fait, consiste tout simplement à offrir des placements et de plus en plus également commence à offrir des conseils en ligne. Donc on n'avait même pas nécessairement la fonction conseil au départ. Vous voyez, quelque chose de récent apparu pour ce qui est le Canada à partir de 2014 et depuis, bien entendu, ça s'est énormément développé quand on regarde les chiffres. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu cette explosion des conseillers robots? Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup? Tout simplement parce qu'on y trouve des avantages, aussi bien du côté du client que du côté de l'industrie. Notamment, pour le client, on aborde souvent les frais de gestion. Quand on regarde les études, effectivement, il semble que les frais de gestion soient plus bas. Alors, je ne suis pas sûr que si je faisais un petit sondage dans cette salle et que je vous demandais si vous êtes au courant des frais de gestion que vous payez dans le cadre de votre portefeuille, je ne suis pas certain que malgré la documentation que vous recevez de la part de votre établissement financier, les 2 pages, vous savez, d'aperçu du fonds, je ne suis pas sûr que vous maîtrisiez parfaitement les frais. En tous les cas, il faut savoir que les études montrent quand même que les frais sont relativement plus bas dès lors que l'on utilise un robot, d'où l'attrait des clients. Également la démocratisation, puisqu'on offre des services à une clientèle qu'on ne touchait pas avant, notamment des gens qui peut-être n'intéressaient pas, disons-le comme ça, je m'excuse Marc, mais n'intéressaient pas les banques, des gens peut-être avec moins d'argent, un portefeuille moins important. N'est-ce pas? Pour l'industrie maintenant, effectivement, ces conseillers robots permettent pour eux de diminuer le temps, les difficultés ou je dirais le coût lié à la relation avec le client. Vous allez pouvoir également diversifier les services offerts. Puis c'est sûr que du coup, vous attirez également de nouveaux clients potentiels en utilisant ces conseillers robots.
Alors, qu'est-ce que l'on constate pour l'essentiel? Juste une petite photographie, pas vous perdre derrière trop de statistiques. Mais vous voyez, ça ressemble à ça. Des placements pour la plupart passifs. On utilise ce qu'on appelle des fonds négociés en bourse, des OPC à faible coût et quelques fonds également d'investissement ici. Alors, c'est sûr que ce qu'on voit là, c'est que dès lors qu'on fait appel à un conseiller robot, il faut mesurer également que le service est peut-être plus limité, ce qui peut également expliquer peut-être que les frais soient également moins importants, mais il faut avoir ça en tête. Alors le cadre juridique, parce que, encore une fois, on parcourt notamment la presse financière, parfois on voit des raccourcis, il n'y aurait pas d'encadrement. Ici, il y a un encadrement. Alors, reprenons un super-héros, un petit peu le marteau de Thor. On a effectivement le marteau potentiellement, c'est-à-dire l'encadrement juridique qui existe. C'est un encadrement, vous voyez, basé sur une philosophie simple, l'analogie. C'est-à-dire qu'on applique en fait le règlement 31.103, c'est-à-dire que les services soient offerts en fait par un intermédiaire physique ou alors par l'intermédiaire d'une plateforme. On raisonne par analogie ici. Alors, qu'est-ce que ça implique? Vous voyez des choses relativement simples, finalement. Pour l'essentiel, il va falloir essayer de, de respecter le cadre juridique existant qui est en place pour les intermédiaires, qui se caractérise finalement par une obligation de connaissance, mais également par une obligation de convenance. Vous allez également chercher les différents devoirs auxquels sont tenus des intermédiaires financiers, devoir de loyauté, devoir également de prudence, et vous allez appliquer ça avec l'idée qu'il y a ici l'intervention d'un conseiller robot. Alors vous voyez l'avis 33-745 de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario qui est venu apporter des précisions, mais c'est surtout, oh, excusez-moi, je suis revenu en arrière, pardon. C'est surtout, vous voyez, l'avis 31-342 des ACVM qui est vraiment venu apporter un très bel éclairage sur, précisément, vous voyez, les gestionnaires de portefeuille relativement aux conseils en ligne. Donc on voit bien que là, ça vise spécifiquement les conseils en ligne, avec cette idée qui doit mettre fin à une croyance, c'est qu'on n'est pas comme aux États-Unis, il y a une personne physique qui va intervenir. Et vous voyez, il va y avoir participation d'un représentant conseil du gestionnaire. C'est-à-dire que le client fait peut-être affaire avec un robot, mais dans tous les cas, derrière le robot, il y a l'humain. C'est l'encadrement qui a été choisi au Canada. L'idée étant que c'est sur cet humain, c'est du moins cet humain que vous allez responsabiliser avec le raisonnement analogique que je vous expliquais précédemment. Alors, en d'autres mots, merci beaucoup Marc, oui. En d'autres mots, vous voyez, vous êtes soumis aux normes de conduite traditionnelles ici de l'industrie. Alors, normes traditionnelles de l'industrie, excusez-moi, qui va impliquer notamment, alors, comme je vous disais, une connaissance, une convenance du client. Mais donc, ça veut dire que pour le représentant conseil et puis pour la plateforme, il y a des conséquences. La plateforme doit être interactive, doit collecter de l'information, doit la mettre à jour. L'information doit être comprise par le représentant conseil également, point important. Par ailleurs également, et puis vous voyez cet extrait de l'avis 31-342, la collecte d'informations relatives à la connaissance du client doit équivaloir à un échange pertinent avec le client actuel ou éventuel. Vous voyez, on transpose, on fait comme si vous aviez discuté avec votre intermédiaire. Alors vous voyez, ça se concrétise par des mises à jour, par une réflexion que doit avoir le représentant conseil. Est-ce que les produits sont encore adaptés? Est-ce que la situation du client a évolué? Et c'est ainsi que s'établit donc l'encadrement ici dans le domaine des valeurs, je vous dirais, mobilières, avec peut-être des implications pour les représentants conseil, notamment une implication qui est relativement importante pour eux, c'est qu'ils doivent connaître les produits qui sont proposés. Alors, ils doivent bien entendu connaître les clients, mais ils doivent faire attention aux produits qui vont être proposés, ne serait-ce que pour des raisons ici de responsabilité. Alors,
Je passe sur la loyauté, la prudence, diligence, mais ce sont des normes traditionnelles de conduite qui s'imposent. Peut-être des questions aujourd'hui d'actualité qu'on voit passer, sur lesquelles on a pu avec Marc mener un projet de recherche, enfin une partie d'un projet de recherche, des questions notamment qui touchent la responsabilité civile. Nicolas en a parlé précédemment, donc je vais juste les présenter, mais c'est quand même aujourd'hui des questions intéressantes. C'est que parfois on a une situation, vous voyez, complexe qui ressemble à ça, où vous avez donc un client, le conseiller robot, le représentant conseil, la firme de courtage, et en plus de ça, une entreprise éventuellement de fintech, voire une banque qui apparaît. Alors la question, c'est celle de la responsabilité derrière. Qui vous pouvez chercher, chercher, c'était pas joli, mais qui vous pouvez éventuellement ennuyer dès lors que vous êtes un client et que vous n'êtes pas satisfait du service offert ou qu'il y a eu des erreurs ou des manquements. Et là, on revient au dispositif du code, potentiellement du code civil, notamment avec l'idée, et je rejoins ce qui a été dit, c'est que si on s'intéresse à la relation client-robot, plateforme, si vous voulez, algorithme, la question est relativement vite résolue. À l'heure actuelle, il n'y a pas de responsabilité, ça a été très bien expliqué. Quand on lit la littérature, effectivement, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, sachant qu'on ne s'entend pas nécessairement pour les considérer comme des personnes autonomes, ne serait-ce que parce que là, on est quand même éloigné d'une image du robot. L'automatisation et l'absence de contrôle humain, on va avoir du mal ici à quitter cette absence de contrôle humain. Ça pourrait peut-être évoluer dans quelques années, mais pour l'instant, c'est comme ça. L'autre aspect qui est peut-être plus intéressant, c'est dans le rapport client-représentant-conseil, c'est-à-dire la personne physique qui intervient dans la relation. Parfait. Et là, effectivement, il est possible d'envisager quand même des articles du Code civil pour protéger notre client, notre épargnant, notre consommateur finalement de produits financiers. Il faut garder en tête que pour l'essentiel, c'est une relation extra-contractuelle avec l'idée d'une obligation de moyens. Donc l'obligation de moyens, on est quand même, vous voyez, sur quelque chose de plus souple, sachant que si on va chercher, c'est très bien ce qu'expliquait Nicolas précédemment, les idées de garde, on va avoir des difficultés. Et on le voit bien, l'article 1465 ici jouera, à mon sens, également difficilement en la matière. Donc là-dessus, vous voyez, sur la responsabilité, on va se situer par rapport aux représentants conseil, sachant que le fondement, il va falloir aller chercher sur l'obligation de moyens et la relation extra-contractuelle, sachant que ce qui est compliqué, c'est que parfois dans la jurisprudence, on ne qualifie pas la relation d'extra-contractuelle, il y a des décisions qui la qualifient de contractuelle. Alors, vous voyez qu'il faudra encore peut-être éclaircir les choses là-dessus. Alors, je finirai pour ma partie, mais vous verrez que notre conclusion est très courte. Avec Marc, nous avons l'art de la concision. Une chose, peut-être sur les enjeux, juste pour attirer votre attention sur le fait qu'à l'heure actuelle, les conseillers robots sont peut-être séduisants, mais vous voyez, soulèvent un certain nombre de limites. Limites sur le contenu des algorithmes, limites sur les produits qui sont également proposés, les questions d'intelligence émotionnelle, parce que ça joue, lorsque l'on parle de placement, on voit bien que les robots, ça n'est pas le cas. Je parle de robots, vous voyez, encore une fois, je fais rapidement ici un raccourci, mais vous voyez que ça soulève un certain nombre de difficultés qui sont pourtant intéressantes à bien appréhender dès lors qu'on fait affaire avec un conseiller robot, sachant que ça soulève également des défis pour les plateformes, parce qu'on constate qu'à l'heure actuelle, la pratique des plateformes n'est peut-être pas très efficiente, notamment sur l'information demandée aux clients. Et sachant aussi, pour terminer, que tout cela s'explique par... tout cela, du moins cette croissance des conseillers robots s'explique également par un changement de génération qui est prête à faire affaire avec des conseillers robots et donc une industrie en pleine expansion qui est de toute façon un phénomène qui ne va faire que croître. Donc il va falloir apporter une réponse. Alors, vous voyez cette réponse que nous avons vue ici, qui consiste à se demander, bon, il faut trouver ce juste équilibre entre innovation d'un côté, parce qu'inévitablement, il y a de bonnes innovations, ça a été dit dans la journée, puis on le confirme dans le domaine bancaire et des valeurs mobilières, ne serait-ce qu'aller chercher de nouveaux clients qui peuvent être intéressés pour leur retraite, par exemple. C'est une bonne chose de leur proposer finalement ces conseillers robots après tout, mais il faut balancer également avec les risques que soulèvent, les limites également, et puis du coup la question derrière de la protection des investisseurs hein, qui sont des consommateurs derrière et a priori qui nécessitent tout de même une protection adéquate. Je ne sais pas Marc si tu souhaitais dire un mot conclusif. En fait, évidemment,
au niveau bancaire, c'est beaucoup moins avancé. On l'a constaté qu'au niveau des valeurs mobilières, on se concentre sur la gestion des risques, la gestion des fraudes principalement, et un peu le crédit, l'octroi de crédit, c'est vraiment le point de départ. Les paiements, petit à petit, ça commence à croître, mais c'est vraiment moins avancé tant au niveau technique qu'au niveau encadrement juridique, évidemment. Merci beaucoup. Alors,